des centres des galaxies. Comment on peut mesurer la masse des centres des galaxies? C'est relativement simple, il suffit de mesurer les mouvements de la matière au voisinage le plus près possible du centre. Ces mouvements, par exemple, de rotation. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, on a des lois simples, les lois de Kepler, qui permettent, d'après les mouvements de la matière autour d'un centre, de déterminer la masse qui est au centre. Et c'est ainsi qu'on s'est aperçu que les noyaux de galaxies normaux, toutes les galaxies pratiquement, contenaient des trous noirs massifs, mais qu'on ne les voyait pas tout simplement, ces trous noirs. Alors, par exemple, un exemple, c'est Andromède. Andromède contient un trou noir qui fait, maintenant je crois qu'on pense qu'il fait même plus que ça, je crois que c'est plutôt 60 millions de fois la masse du Soleil. Virgoa, que je vous ai montré tout à l'heure, contient un trou noir de 6 milliards de fois la masse du Soleil. Bien, alors ça c'est des gros trous noirs, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Alors, est-ce que ce sont des trous noirs réellement? Bien, on n'en était pas tout à fait sûr, tant qu'on ne savait pas exactement dans quelle dimension ils étaient contenus, ces trous noirs, puisqu'on ne les voit pas, on mesure simplement leur masse. Mais on a eu la preuve absolue que c'était des trous noirs grâce à ce qui se passe dans la Voie lactée, au centre de la Voie lactée. Alors, qu'est-ce qui se passe au centre de la Voie lactée? Alors, on le sait grâce à ce qu'on appelle l'optique adaptative et qui nous permet de voir avec une précision inouïe les étoiles en infrarouge, parce qu'au centre de la galaxie, on ne les voit pas en optique. Alors ici, ça représente 6 secondes d'arc. Alors vous voyez des grosses taches ici. Eh bien, je vais vous montrer ce que fait l'optique adaptative. J'espère que je vais y arriver. Normalement, ça devrait se mettre à marcher. Oui, voilà. Quand on fait marcher l'optique adaptative, voilà ce qu'on découvre. On découvre des centaines d'étoiles qui sont donc dans un tout petit rayon, 6 secondes d'arc au centre de la galaxie. Et ces étoiles, eh bien, on peut en mesurer les mouvements. Et c'est ce qu'on a fait. À partir de 1992, on a commencé à mesurer les mouvements des étoiles sur le ciel. Alors là, il ne s'agit pas d'effet Doppler, il s'agit simplement de la façon dont les étoiles bougent sur la sphère céleste. Et regardez ce qui se passe. Alors, vous voyez ici, vous voyez ces 10 années-lumière. Ces 10 années-lumière, on va faire un zoom tout à l'heure dessus, vous le regarderez bien. Alors ici, malheureusement, vous ne devez pas bien voir, c'est 1992 et les années vont défiler. Alors, regardez-les, et vous voyez ici un point qui est marqué par cette petite croix, et c'est le trou noir de notre galaxie. Et regardez ce que font les étoiles autour du trou noir de notre galaxie. Eh bien, elles tournent autour et regardez ici, ça va se dilater, on va faire un zoom et on va s'apercevoir qu'il y a certaines étoiles qui passent très rapidement. Alors tout ceci s'est donc produit en l'espace de 10 ans. Donc on a vu qu'il y avait des étoiles qui passent autour du centre de notre galaxie. Et encore une fois, les lois de Kepler nous permettent de connaître la masse qui est au centre. Et on trouve, alors je vais vous montrer, on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut aussi maintenant faire une mesure par l'effet Doppler. L'effet Doppler nous donne la vitesse sur la ligne de visée. On a la vitesse sur la sphère céleste. Ça veut dire qu'on a les vitesses en 3 dimensions de ces étoiles. Et voilà ce qu'on va voir. Alors là, vous allez voir une vidéo qui va vous montrer, alors avec de la musique de Herschel, un grand astronome, qui vous montre un zoom. On pénètre à l'intérieur de la galaxie. Vous voyez les étoiles de plus en plus nombreuses, et puis on se rapproche du centre de la galaxie, et là on arrive dans le carré que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on observe d'abord avec le 3,60 m du Chili, et là on fait ces mesures sur le fond du ciel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis arrive le VLT, les 4 grands télescopes du VLT, et là on mesure par effet Doppler, et on est capable de mesurer cette fois-ci les mouvements à 3 dimensions des étoiles, et vous allez voir ici, il y a voilà cet objet-là, c'est le trou noir, et autour de ce trou noir, il passe à toute vitesse. Par exemple, cette étoile S2, elle va passer à 5000 km par seconde à quelques heures-lumière de cet objet-là.
Et cet objet-là, qui est complètement invisible, c'est un trou noir. Et maintenant, on a même une étoile, j'ai appris ça le mois dernier, je crois qu'elle s'appelle S10, qui est passée encore plus près que S2, encore plus vite. Et de tous ces renseignements, on peut déduire que notre galaxie possède un trou noir central de 4 millions de masses solaires. Alors ce trou noir, il n'est pas tout à fait invisible, on le voit en infrarouge et on le voit aussi, comme vous allez voir, dans d'autres domaines, en rayonnement gamma. Alors ce trou noir, il n'est pas actif, il reçoit très très peu de matière, donc il est presque invisible, il n'a pas de disque d'accrétion lumineux autour, mais vous allez voir qu'il peut quand même faire des petites choses. Alors, ça nous a prouvé définitivement que les trous noirs, que les masses très grandes qu'on voyait au centre des galaxies, qu'on ne voyait pas, mais qui sont au centre des galaxies, ce sont des trous noirs. Toutes les galaxies pratiquement contiennent un trou noir massif. Alors, ce qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, c'est que la masse de ce trou noir est à peu près égale à la masse, au millième de la masse du bulbe de la galaxie. Alors vous savez ce que c'est que le bulbe, c'est cette partie-là, sphéroïdale, qui est, par exemple ici, je ne sais pas ce que c'est cette galaxie, c'est ce qu'on voit ici qui brille. Notre galaxie a un tout petit bulbe, ce qui explique que elle a aussi un tout petit trou noir, puisque notre trou noir n'est que de 4 millions de fois la masse du Soleil, alors que Andromède, par exemple, a un trou noir de 60 millions de fois la masse du Soleil. Alors, ça, c'est un petit graphique qui vous montre alors où se trouve notre propre galaxie. Ici, en abscisse, vous avez la masse du bulbe, en ordonnée, la masse du trou noir, et la position M31, c'est ici, notre galaxie, elle est ici, elle a un petit bulbe et un petit trou noir, et vous avez la galaxie, par exemple, Virgoa, qui a un gros bulbe, puisque c'est une galaxie qui n'est qu'un bulbe, en fait, et un énorme trou noir. Alors, on se pose la question immédiatement, mais qu'est-ce qui peut... le trou noir... Je peux continuer encore 5 minutes ? Oui, 5 minutes, hein, c'est pas plus. Le trou noir... il a donc il a une relation très forte avec toute la galaxie. Or, le trou noir, il a une dimension, comme je vous ai dit, qui est un 100 millionième ou un milliardième de la taille de la galaxie. Alors, qu'est-ce qui peut relier ces deux objets ? Bon, alors c'est quelque chose, c'est une question qui est posée et qui n'est pas encore complètement résolue, mais il y a quand même deux réponses. Une réponse, c'est parce que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies se forment et évoluent en même temps que les galaxies dans l'univers à 1 milliard, à 500 millions d'années. Quand les galaxies ont commencé à se former, les trous noirs au centre se sont formés, s'effondraient en même temps que les galaxies s'effondraient. Et puis la deuxième raison, c'est parce que le trou noir lui-même a une influence sur l'évolution de la galaxie tout entière. Alors cela, maintenant, on en a des tas de preuves, et en particulier, il favorise ou, au contraire, il empêche la formation des étoiles. Ça dépend des conditions dans lesquelles il est placé. Il peut faire les deux choses. Et j'ai lu pour la science du mois dernier, une hypothèse hardie, mais moi je l'avais déjà énoncée dans le livre que j'ai écrit il y a quelques années, non, dans un livre que j'ai écrit plus récemment, que le trou noir pourrait en fait aider au développement de la vie dans la Voie lactée. Alors j'ai pas le temps de vous expliquer comment, essentiellement parce que justement il influe sur les étoiles qui sont autour, et puis aussi parce que la vie du trou noir, elle est conditionnée par le nombre de collisions violentes que la galaxie a reçues au cours de sa vie. Or, notre galaxie n'a pas eu de collision violente dans sa vie, c'est pour ça que le trou noir est petit, c'est pour ça que le bulbe est petit dans la galaxie, et si la galaxie avait eu une collision violente, ce qu'on appelle un événement majeur, une fusion majeure avec une autre galaxie, eh bien, le trou noir aurait grossi beaucoup plus, mais également les étoiles de la galaxie auraient probablement eu des perturbations dans leur
dans leur trajectoire, et probablement leur système planétaire aurait été perturbé aussi beaucoup. Ce qui fait que peut-être que la vie n'aurait pas pu se développer. Enfin, ça, c'est une hypothèse qui est juste en train de commencer à être envisagée. Alors, pour vous montrer un exemple de ce que notre tout petit trou noir fait dans la galaxie, eh bien, vous voyez, on observe dans la galaxie des rayons gamma. Ça, c'est une image, une carte en rayons gamma, obtenue par ce qu'on appelle le satellite Fermi, qui circule en ce moment au-dessus de nos têtes, et qui montre qu'il y a visiblement, alors les astronomes qui sont très hardis représentent ça comme ça, il y a deux bulles de rayons gamma qui sont issues du centre du trou noir, enfin du voisinage du trou noir de notre galaxie, et clairement qui ont une origine. Des rayons gamma, c'est dû à des particules très énergétiques, et clairement ils ont une origine qui doit être au centre de la galaxie, probablement au voisinage du trou noir. Bon, enfin ça c'est une découverte aussi assez récente, ça date de l'année dernière je crois, puisque Fermi ne vole que depuis 3 ans. Bon, alors, le dernier point que j'aborde, c'est les trous noirs massifs éteints, peuvent-ils se rallumer? Bon, ben, évidemment ils peuvent se rallumer, puisqu'il suffit qu'il y ait de la matière qui passe à proximité et qui soit avalée par le trou noir. Eh bien, il suffit donc ça, et c'est ce qui s'est passé dans notre Voie lactée il y a une centaine d'années, pas plus que ça, enfin 100 ans, avec en plus le déplacement, disons que c'était il y a 300 ans, parce qu'il faut tenir compte du temps que ça met à nous parvenir, non pas 300 ans, je veux dire 20 000 ans. C'est ce qui s'est passé dans la Voie lactée il y a 100 ans, où le trou noir, qui est très très faible à l'heure actuelle, a eu à un moment donné une luminosité 1 million de fois plus grande, et on s'en rend compte parce que il a irradié des nuages moléculaires qui se trouvaient à proximité et qu'on voit maintenant briller alors que le trou noir lui est éteint. Alors 1 million de fois plus grand, ça vous paraît peut-être énorme, mais comme il est tellement faible, ça n'a pas d'importance. Mais, et ça se reproduira dans 2 ou 3 ans, parce qu'actuellement, il y a un nuage de gaz moléculaire qui est en train de tomber aussi sur le trou noir. Donc, d'ici 2 ou 3 ans, on devrait observer une augmentation du rayonnement du centre de la Voie lactée. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que dans 5 milliards d'années, la fameuse fusion importante que notre galaxie n'a pas encore subie, elle va se produire. Et elle va se produire avec la galaxie d'Andromède, parce que maintenant on est capable de déterminer avec très grande précision la vitesse dans l'espace de ces 2 galaxies l'une par rapport à l'autre. Et voilà ce qui va se produire, une simulation de notre galaxie et de la galaxie d'Andromède, dans 4 milliards d'années exactement. Eh bien, alors là, vous voyez, elles rebondissent, elles vont se rapprocher. Vous voyez les 2 trous noirs au centre de chacune des galaxies, qui vont se mettre à briller plus que maintenant, bien entendu, parce qu'ils attirent de la matière. Et puis, les 2 galaxies vont fusionner, et les trous noirs aussi, au centre. Et tout va être perturbé dans notre galaxie. Par exemple, les trajectoires des étoiles, comme le Soleil, etc., seront complètement perturbés. Voilà. Donc je crois que je termine là-dessus, sur cette chose qui n'a pas beaucoup d'importance pour nous, puisque c'est dans 5 milliards d'années que ça va se produire. Ah non, j'avais encore ça. Bon, alors je passe là-dessus. C'est les moyens d'observation qu'on va mettre maintenant, qu'on va développer pour observer tous ces trous noirs. Les différents moyens, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Et puis, surtout, je m'arrête 1 minute, puisque ça s'appelait après tout les mystères des trous noirs, mon exposé. Donc, quels sont les mystères qui restent? Ben, ils sont très très nombreux. Il reste, qu'est-ce qui se passe au centre? Est-ce qu'il y a une singularité? Est-ce qu'on a ce qu'on appelle la gravité quantique qui va commencer à jouer un rôle? Problème de l'entropie d'un trou noir, de l'évaporation, de la perte d'information dont je vous ai déjà parlé. Comment se forment les trous noirs supermassifs? Ce qu'on ne sait pas encore vraiment. Existe-t-il des trous noirs primordiaux? Vous m'avez posé la question, on ne le sait pas. Et pour aller encore plus loin, par exemple, les trous noirs jouent-ils un rôle dans l'aptitude de l'univers à donner la vie? Et ça, probablement, ils en jouent parce que justement, ils ont un très très grand rôle dans l'évolution de l'entropie de l'univers. Voilà.
Alors, conclusion, on ne sait presque rien des trous noirs, mais on sait qu'ils existent et qu'ils ont une grande importance dans l'évolution de l'univers. Voilà. Et alors, je me suis permis de rappeler un livre que j'ai publié il y a quelques années sur des quasars aux trous noirs. Voilà. Ah non, excusez-moi d'avoir été si longue. J'avais un micro pour poser des questions. Ah, je peux pas. Non, là, quelque chose. Bien. Vous voulez celui-là? Ah oui. Voilà. Excusez-moi. Ça marche pas? Ça marche, hein? Oui, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Donc, je pense que vous avez des questions. Alors, je vais m'approcher de vous. C'est assez extraordinaire de voir les étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Moi, je trouve que c'est la plus belle manip qui ait jamais été faite en astronomie que cette mesure des mouvements des étoiles autour du centre de la galaxie. Je pense que c'est disponible pour le public sur Internet. Bien sûr. Sur le site de l'ESO, je pense, non? Non. Ah si, sans doute de l'ESO. Voyons. Le site de l'IAP, ça y est. Pourtant là ils n'ont pas. Alors j'ai oublié de dire que l'Observatoire de Paris, le labo spatial, le DESPA le LESIA qui est à Meudon, a fortement participé à cette mesure des mouvements des étoiles autour du centre galactique par justement l'implantation de l'optique adaptative au VLT et au 3,60 m du Chili. De l'ESO. Monsieur a une question. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la contradiction apparente entre le second principe de la thermo et la variation d'entropie des trous noirs? Oh là 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 là. Vous êtes pire que Guillaume dont on a beaucoup parlé. Bon, écoutez, c'est un sujet qui est... vous dire que par exemple Stephen Hawking je ne sais pas que je veux éluder le sujet, mais je le veux quand même un peu. Stephen Hawking, qui a travaillé là-dessus, a annoncé il y a quelques années qu'il s'était trompé et qu'il a d'ailleurs perdu un pari où il a donné une encyclopédie de baseball à celui qui l'avait gagné, enfin de sa part, c'est assez curieux. Bon, et alors le problème de l'entropie des trous noirs, c'est que ils avalent de l'information, mais ils n'en recrachent pas quand ils s'évaporent. S'ils s'évaporent, effectivement, parce que c'est de la masse ou de l'énergie sans caractéristiques qui s'évapore. Alors, où est passée cette information? La perte d'information, c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. On ne doit pas avoir de perte d'information. Donc, voilà le problème tel qu'il a été posé. Alors en plus c'est contradictoire avec la mécanique quantique, enfin ça je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais il y a un problème avec l'entropie. Alors l'entropie des trous noirs, elle a été calculée en 1974 par Hawking et par un Israélien qui s'appelle Bekenstein, et ils ont trouvé que l'entropie des trous noirs, très curieusement, c'était la surface du trou noir, ça grossissait comme la surface du trou noir. C'était égal, grosso modo, au nombre de cellules de Planck, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qui se trouvent à la surface du trou noir. Bon, alors ça veut dire que les trous noirs sont les objets qui possèdent le plus d'entropie dans l'univers. À eux seuls, ils en possèdent plus que tout l'univers, que tous les objets dans l'univers. Donc l'entropie se fixe sur les trous noirs, en quelque sorte. Alors, ils avalent des objets qui ont une entropie très basse puisqu'ils sont organisés, et eux-mêmes ont une entropie très élevée. Où passe l'entropie? Voilà, c'est ça le problème, si je peux le poser en termes qui sont probablement simples et un peu faux. Vous avez d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui... Voilà. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, très rapidement, d'étoiles à quark. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ah ben, écoutez, les quarks, c'est les particules élémentaires qui constituent les neutrons, les protons, etc. C'est des particules qui n'existent jamais toutes seules. Elles sont seulement à l'intérieur, elles constituent les particules. Et l'idée que les théoriciens avaient, c'est qu'il y avait peut-être, quand les noyaux se touchent et que la pression est très forte, peut-être qu'à ce moment-là, ce sont les quarks qui vont en quelque sorte, le noyau va éclater et c'est les quarks qui vont rester et c'est les quarks qui vont faire la pression de ces étoiles. Mais je crois que jusqu'à maintenant, personne n'a montré que ça pouvait marcher. Hein? Ça ne serait pas ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Les quarks? Oui. Ah ben, c'est tout à fait possible. Non, à l'intérieur des trous noirs, excusez-moi, c'est quelque chose de bien plus élémentaire qui existe encore, parce que l'intérieur des trous noirs, c'est exactement comme le Big Bang. C'est-à-dire que l'espace est en contraction et il est en contraction éternelle jusqu'à ce que la gravité soit limitée par un phénomène quantique. Quand on arrive à une dimension tellement petite que la gravité n'est plus valable, elle devient quantique. Et ça, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la même chose dans le Big Bang que dans un trou noir. Donc, c'est beaucoup plus petit qu'un quark. La dimension de Planck, c'est 10 puissance 50 fois plus petit qu'un quark, je crois. Enfin, de cet ordre-là, vous voyez. C'est tout petit. Je n'ai pas à l'esprit exactement cette dimension. Ça vous convient comme réponse? Et les fontaines blanches, qu'est-ce que c'est? Bof, je ne peux pas vous le dire. Les fontaines blanches... Ça existe? On ne sait pas. Si vous posez la question à un théoricien des trous noirs, il vous répondra que non, il ne pense pas, parce qu'on ne peut pas... Vous voulez dire les vers... Enfin, quand on rentre dans un trou noir, il y en a qui disent qu'on ressort... c'est possible, mais pour le moment...